Alors, Alors, bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle conférence métier du CFLGS, filière banque assurance. Alors, nous avons le plaisir ce soir d'accueillir Monsieur Richard Plat. Bonsoir, Monsieur Plat. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'avoir accepté d'intervenir auprès de nos étudiants sur un thème qui leur tient particulièrement à cœur. Alors, vous êtes directeur de groupe au sein du réseau LCL. À ce titre, vous intervenez sur une douzaine d'agences sur le périmètre de Saint-Germain, si je me rappelle bien. Oui, c'est Mais avant exact. ça, vous avez également été conseiller professionnel et directeur d'agence. Alors, en quoi consiste exactement votre métier et dans quelle mesure la posture du manager doit-elle s'adapter pour suivre un petit peu les évolutions du métier? Eh bien, c'est ce que nous allons voir tout de suite ce soir avec l'équipe du jour. Et je vais immédiatement passer la parole à Caleb qui va animer cette conférence avec vous. Très bien. bonjour tout le monde. Je tiens à dire merci à tout le monde d'être présent pour notre conférence des métiers. Cette conférence des métiers vous est présentée par Workmate. C'est une team composée de 5 personnes. Je vais les laisser se présenter individuellement. Donc moi, Fardous Maïdi, donc on travaille dans la même boîte, moi et Caleb, donc on est au LCL. Donc on a tenu à vous présenter cette conférence parce que c'est un métier, je trouve qu'on est tous menés à évoluer vers ce métier-là et avec des contraintes que nous on rencontre en entreprise. Voilà, je vous laisse vous présenter. Alors bonjour, moi c'est Émilie Sexas, donc pareil, je suis beaucoup intéressée par tout ce qui est management et bien-être dans le travail, donc c'est pour ça qu'on a choisi ce thème. Et par contre, moi je suis pas au LCL, je suis à la caisse d'épargne, mais je m'occupe de tout ce qui est administratif dans le groupe. Donc, bonjour, je me présente. Donc, moi, c'est Nika Chiga. Donc, je suis co-animatrice avec Caleb. Donc, aujourd'hui, je vais prendre en note tout ce qui sera dit pendant cette conférence-là. Et je tiens à vous remercier aussi pour ce temps consacré pour notre équipe. Merci. Et moi, c'est Mélanie Antoine. Donc, pareil que mes confrères, je suis au LCL, donc à HL. Et je tiens également à vous remercier car j'ai pour vocation de devenir manager. Donc, voilà, ça va être très intéressant. Alors, parfait. Comme mes collègues ont pu l'expliquer, c'est un thème qui nous tient beaucoup à cœur. Bientôt, nous tous, on va intégrer le secteur bancaire. On va être soit manager ou soit bientôt devenir manager. Et du coup, on a envie de savoir comment ça va se passer, quel est le futur du management et comment nous, on va s'y sentir. Donc, le thème de notre conférence des métiers s'intitule « Entre bien-être et travail et nouvelles technologies, quel est le rôle du manager de demain dans le secteur bancaire ?» Alors, je vais vous laisser la parole, Monsieur Plat, pour que vous puissiez vous présenter, parce que vous êtes, de par votre expérience, on peut vous considérer comme un expert en la matière. Donc, je vous laisse vous présenter. Merci à toutes et à tous. Merci Caleb. Alors, je ne sais pas si on va me considérer comme un expert en la matière, mais en tout cas, je vais essayer d'être digne de ma fonction. Et puis, merci de m'accueillir, en tout cas, ce soir. Je suis très content de retrouver les bancs de l'école, parce que ça fait quelques années que j'ai quitté la fac, mais pas si longtemps que ça, hein. J'ai 37 ans. Donc, pour moi, c'est un passé quand même assez, allez, on va dire un peu récent, mais pas trop. Je vais rapidement me présenter, Caleb. Tu as raison. Ça fait 14 ans donc, que je suis dans le réseau retail, ce qu'on appelle la banque de détail, hein, en France. Et j'ai commencé, pas dans le réseau, j'ai commencé sur une fonction au marketing, puisque j'étais chef de projet junior au sein de Crédit Agricole SA, donc la maison mère du groupe Crédit Agricole, hein, ce qu'on appelle plus communément CASA. Et donc, j'ai démarré là-bas après avoir obtenu un master dans une école un peu comme la vôtre. Et très rapidement, en travaillant avec mes collègues chefs de projet, en étant le premier interlocuteur des 39 caisses régionales du Crédit Agricole. Alors, je travaillais sur tout ce qui était thématique marché de l'immobilier, en animant des groupes de travail, des groupes utilisateurs. Je me suis très vite aperçu
que c'est bien d'avoir un diplôme, mais qu'en fait, il y a plein de choses à apprendre et que pour appréhender au mieux les problématiques marketing de nos clients notamment, et pour mieux les comprendre, rien de tel que d'aller faire un tour dans le réseau bancaire. Voilà, être sur le terrain, confronté aux vraies problématiques, rencontrer les clients, utiliser nos outils. C'était ça la clé et c'est le choix que j'ai fait en quittant très rapidement mon poste. Alors j'ai été conseillé et très bien conseillé par mes collègues de l'époque et je m'étais dit, bon allez, je me laisse 3 ans et puis dans 3 ans, je reviens. Et en fait, je suis jamais revenu parce que quand on y a mis le doigt, après, voilà, on adore. Et donc, 14 ans de réseau. J'ai débuté conseiller pro, Madame Lax le disait en préambule. Et oui, tout à fait. Alors, j'ai fait une petite infidélité au groupe Crédit Agricole puisque je suis parti dans le groupe BPCE, dans le réseau Banque Populaire Rive de Paris, où j'ai fait mes premières armes de conseiller pro. Et très rapidement, j'avais cette fibre managériale, cette envie d'animer des équipes, et on m'a confié des petites missions qui m'ont encore plus donné envie de prendre une direction d'agence. Et donc très rapidement, j'ai tapé à la porte du LCL pour réintégrer le groupe puisque j'avais démarré ici. Donc j'ai commencé directeur d'agence dans les Yvelines à Versailles. Voilà. On m'a confié les clés d'une agence de 4 ETP. J'avais également un petit portefeuille de pro en complément de mon animation commerciale du quotidien. Et puis ensuite, on m'a confié ensuite, on m'a fait confiance sur une plus grande agence de 10 ETP. Et ensuite, j'ai eu ma première expérience de directeur de groupe d'agence sur un petit périmètre, sur une petite zone. Alors, c'est pas, vous devez connaître, c'est la Défense. Donc voilà, donc j'étais DGA sur la Défense et on m'a confié en plus une mission super intéressante quand on manage, c'est fusionner des territoires. Puisque on y reviendra peut-être un peu plus tard, mais dans le cadre de l'optimisation du maillage de nos agences sur le territoire, on est amené parfois à faire à rationaliser et à regrouper. Et mon périmètre devait fusionner avec le périmètre voisin de Courbevoie et communes alentours. Et donc, j'ai dû mener ce chantier de fusion de périmètre qui était très enrichissant d'ailleurs. Peut-être qu'on y reviendra après. Donc aujourd'hui, je suis sur mon deuxième poste de directeur de groupe d'agence sur Saint-Germain-en-Laye. C'est un territoire toujours très urbain, très riche, à potentiel. Les Yvelines sont d'une richesse absolue, autant que Paris, hein, je pense même. Et on a un terrain de jeu qui est un peu central puisque on travaille sur Saint-Germain-en-Laye, sur Poissy pour les agences principales, Maison Laffitte également, mais également tout autour de ces trois grosses communes. Voilà. Mon quotidien, c'est pareil, on rentrera en détail, hein, je ne veux pas prendre plus de temps pour la présentation. Mon quotidien, c'est du pilotage d'activité, de l'animation commerciale. Je suis garant de la satisfaction client de mon dispositif. Il y a un gros volet RH. Ça, c'est clair. Et quand je dis gros volet RH, je ne parle pas que de gestion des carrières, anticiper et faire un peu de prospective. C'est plus, c'est beaucoup de recrutement, évidemment, également. Voilà. Et puis après, il y a tout un pan inhérent à notre métier de banquier, hein, sur la gestion des risques, où on est confronté d'ailleurs ces derniers temps, là, depuis l'après-Covid, à des nouvelles formes de fraude et on est un petit peu acculé et on passe beaucoup de temps à gérer toutes ces types de fraudes. Donc on gère le risque opérationnel, bien évidemment, le risque de contrepartie, enfin, plus communément appelé le risque de crédit, évidemment, la conformité. Ça va de soi. Donc voilà en synthèse un petit peu mes principales missions et mon parcours, hein. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation. Afin de mieux rentrer dans le sujet, on va commencer par quelques définitions qui paraissent parfois simples, mais voilà, c'est des fois difficile à définir. Du coup, on va commencer avec la notion de management. Il y a plusieurs écoles, mais tous sont d'accord pour dire qu'il s'agit de la mise en œuvre de ressources afin d'atteindre un but. Est-ce que vous êtes d'accord, Monsieur Plat?
Oui, bah oui, je ne vais pas te contredire, Caleb, il n'y a pas de problème, je suis d'accord. Moi, pour moi, j'ai envie d'oser, de dire que c'est un art, le management. Voilà. C'est un art qui se pratique dans toutes les organisations, d'ailleurs, peu importe leur structure. Voilà. Et pour moi, le manager, il aura toujours sa place au sein de nos organisations. Il aura toujours un rôle à jouer, peu importe le degré de maturité de son équipe, d'ailleurs. Donc, moi, ma définition, pour répliquer, oui, au-delà du côté artistique, ça consiste à donner un cadre de travail plus ou moins contraint à une équipe. Voilà. Et l'importance, au-delà du cadre, ensuite, c'est de fixer un cap, de le décliner en objectifs partagés. Et le management, ensuite, bah, c'est de faire vivre et d'animer cette équipe, voilà, afin de s'assurer de la bonne entente des individus au service de l'objectif recherché. Donc voilà en quelques mots ma définition à moi. J'ai réfléchi, hein, j'ai préparé avant, hein, évidemment. Hein. D'accord, merci beaucoup. Et du coup, j'enchaîne avec les différents types parce que c'est sûr que le management, comme vous avez dit, c'est un art. Et comme même dans l'art, il y a plusieurs courants. Donc, dans le management, on peut dire qu'il y a peut-être aussi plusieurs manières de manager ou peut-être plusieurs manières de communiquer. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, c'est très juste ce que tu dis, Caleb, parce que il y a plusieurs manières de communiquer. C'est là-dessus que je vais revenir. On manage avec sa personnalité et après, on communique selon les 4 styles que vous connaissez, j'imagine, les 4 grands styles de communication. Alors, vous ne les pratiquez pas encore, mais voilà, le style directif, le style persuasif, participatif, et puis le style délégatif. Donc, c'est bien de connaître ces styles de communication, évidemment. Mais pour moi, les compétences et les savoir-être pour être un bon manager, ça va être de s'adapter. Voilà, s'adapter aux autres. La clé aussi, pour moi, c'est l'écoute. Je pense que je vais dire souvent, j'ai prononcé souvent ce mot. C'est la prise en considération de chaque collaborateur et de s'assurer de la parfaite cohésion d'équipe. Voilà, au-delà des styles de management, des styles de communication, je voulais aussi dire quelques mots là-dessus. D'accord. Merci. Alors maintenant, comme dans notre sujet, il est parlé de management, mais aussi de bien-être. On va parler du coup maintenant du bien-être et définir peut-être ce que ça englobe, parce que bon, après j'ai fait moi aussi quelques recherches. Ça englobe plusieurs notions, notamment le bien-être physique, c'est-à-dire comment ça se passe dans son milieu de travail, psychologique, c'est-à-dire est-ce qu'on appartient à un groupe, le bien-être aussi social par rapport à la cohésion, même en dehors du travail. Est-ce qu'on s'entend bien quand même toujours avec ses collègues? Organisationnel, du coup, le ressenti vis-à-vis de l'organisation, de la hiérarchie, mais aussi le côté humain. Du coup, vous, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le bien-être? Quelle est votre définition du bien-être, monsieur? Alors, le manager, c'est le garant du bien-être au travail. Voilà. Et il le fait, le manager, en laissant la place à chacun, en faisant en sorte que chacun puisse s'exprimer librement. Ça se fait au quotidien, de manière informelle, de manière naturelle, en garantissant aussi un cadre de travail de qualité. Voilà. Le manager, il assure le bien-être sur le lieu au travail. Donc, le collaborateur, il attend d'être écouté, il attend d'être considéré, de se sentir utile, de bien concilier sa vie pro avec sa vie perso, de trouver sa propre organisation, de se sentir bien aussi au sein de l'équipe, au sein de son agence, et puis de sentir, de percevoir que son manager lui fait confiance. Donc pour moi, c'est ça la définition du bien-être au travail, mis en corrélation avec le manager. Parfait. Je pense que ça résume bien ce que j'avais bien vu en ligne. Donc, est-ce que peut-être vous allez nous dire les différents postes que vous avez occupés vous ont peut-être mieux aidé à définir ces deux notions de management et aussi de bien-être? Oui, bien sûr. Ah ben, évidemment. On démarre manager sans aucune corde à son arc. Aucune. Si, une seule. L'exemplarité. Voilà. Quand je suis arrivé sur mon premier poste de manager de proximité, donc chez LCL à Versailles, je me suis retrouvé avec une équipe de 4 collaborateurs.
je n'avais jamais dirigé une agence, orienté, guidé, piloté, animé, jamais. Euh, euh, la seule chose qu'on peut faire, c'est manager par l'exemplarité, c'est-à-dire voilà, avec mon petit portefeuille de conseils de clientèle pro, d'aller chercher des succès, de montrer une méthode de travail, une démarche relationnelle et commerciale, de la faire partager à son équipe. Voilà, c'est ça. C'est la seule corde qu'on a au départ, et après, on étoffe. euh, et après, on étoffe avec voilà, des rencontres, des expériences, des situations un peu complexes à gérer. Voilà, ça nous amène ensuite d'autres manières de communiquer, de manager, et après pour avoir comment je dirais, un arsenal digne de ce nom, et être en capacité aussi de prendre de la hauteur très rapidement face à tout événement, et donc de bien vivre son poste en fait. D'accord, du coup, là, il faut que nous tous en note que bah, pour être manager, il faut commencer par l'exemplarité. Donc, ça, c'est bien noté pour nous tous là. Du coup, je vais enchaîner sur peut-être, est-ce que vous pouvez partager avec nous les pratiques de management que vous avez peut-être sur votre poste actuellement qui vous permettent de mieux atteindre vos objectifs? Alors, je vais zoomer sur une pratique pour que vous compreniez bien les différentes manières de communiquer. Moi, aujourd'hui, je suis à la fois le manager de 10 directeurs d'agence sur 12 sites, et en même temps, je suis le directeur de près de 80 collaborateurs dans le réseau commercial LCL. De conseillers, de collaborateurs comme Caleb, voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle le manager de manager. Donc, vous vous en doutez bien, ma manière de communiquer, elle va être différente en fonction de ces deux types de populations, déjà. Donc, les collaborateurs en agence, déjà, ils ont leur propre N+1. Donc, pas question pour moi de m'immiscer dans leur management. Ça, c'est une règle capitale qu'il faut régulièrement se remémorer quand on fait du management de manager. Ça, c'est clair. Et vis-à-vis des DA, des directeurs d'agence, ma posture, elle est tout autre. Je vais donner un cadre à mon équipe de DA, je vais donner une ligne de conduite, les guider, je vais relayer la stratégie commerciale moi, de l'entreprise. Donc, il faut y adhérer pleinement et, et croire dans les valeurs de l'entreprise pour laquelle on travaille, hein. C'est très compliqué d'être manager dans une entreprise avec qui on ne partage pas les valeurs. Donc, chez LCL, bon, bah voilà, être animé par l'esprit de service, hein, j'en cite une là par exemple, être animé par l'esprit de service, évidemment que je suis animé par l'esprit de service. Je viens du réseau, ça fait 14 ans que je fais ça, être confronté à la clientèle, il faut aimer ses clients, il faut aimer ses collaborateurs, donc ça se fait naturellement. Voilà, agir en responsabilité aussi, c'est une autre de nos valeurs. Bah, il faut porter cette valeur-là au quotidien, cultiver la confiance également, viser la performance. On en parle très souvent. Donc voilà, moi je voulais bien dissocier ces deux types de populations, et pour montrer que bah, il y avait une posture à adapter. Voilà. On s'adapte quand on est manager. On s'adapte. C'est ça. Et vous avez parlé de valeurs. Et souvent, quand on est amené à diriger une équipe, on peut avoir plusieurs. Enfin, l'équipe peut être composée de personnes totalement différentes et que bah, les valeurs peuvent être totalement aussi différentes. Et j'aimerais savoir quelle est votre définition du coup du management interculturel et multiculturel. Alors, évidemment que le management, il doit prendre en considération les différentes cultures, les différentes générations. Et c'est très difficile d'ailleurs, hein, de se renouveler. Enfin, il y a des très bons managers qui font carrière, qui ont plus de 50 ans et qui arrivent à s'adapter à tout type de population. Et il y en a beaucoup d'autres qui n'y arrivent pas déjà. Donc ça, c'est très difficile. Mais oui, il faut prendre en considération. Il faut qu'on considère que chaque membre d'une équipe qui la compose, bah, elle est différente. Voilà, il est différent, il a un passé différent, il a une éducation différente, une culture différente. Euh, et donc, on doit prendre tous ces éléments-là en compte. Donc oui, vous imaginez bien, tous les facteurs de motivation des collaborateurs, ils sont complètement tous différents. Et c'est à nous
manager, encore une fois, de faire ce travail de détecter qu'est-ce qui a du sens pour un tel et un tel. C'est quoi le leitmotiv de tel collaborateur pour se lever le matin pour venir travailler? C'est quoi ses leviers de motivation? Donc, il faut être très ouvert, il faut être à l'écoute et tolérant et, euh, et avoir une bonne capacité de compréhension aussi et être tourné vers les autres. Voilà. C'est ça que je D'accord. dirais. Vous avez parlé du coup de la prise en considération de ces valeurs justement qui vont du coup, je pense, avoir un impact positif sur le bien-être. Et du coup, là, ça nous ramène à la question de savoir si on peut concilier le management et le management axé sur la productivité comme et la performance, comme vous l'avez précisé, et le bien-être, parce que souvent on se dit on nous demande trop de performance, on nous demande d'être ça, d'être polyvalent. On se pose souvent la question de savoir est-ce qu'il est possible tout simplement de jumeler ce management axé sur la performance et le bien-être au travail. Ah, tu connais ma réponse, hein. C'est oui. Mais c'est vrai que c'est un sacré exercice d'équilibriste, hein. Mais oui, on le peut, évidemment. C'est pas du tout. Enfin, prendre soin de nos équipiers, c'est pas aux antipodes du développement commercial d'une entreprise. Et je le disais tout à l'heure, enfin, si le collaborateur se sent écouté et compris par son manager, qu'il y a une bonne osmose, qu'il se sent utile, il sera en mesure de remplir ses missions et en plus dans un esprit bienveillant. Donc pour moi, il n'y a pas de sujet. Euh, Tout salarié, pour être opérationnel et même dépasser ses fonctions et ses simples missions, il a besoin de se sentir utile. Le sentiment d'utilité au travail, c'est clé. Et donc c'est en connaissant très bien son... Enfin, comment dire, euh, c'est en connaissant très bien le collaborateur, parce que je parlais tout à l'heure de ça, de créer du lien avec chacun, d'être dans une écoute active, etc. C'est ce qui va permettre ensuite de créer des conditions de travail satisfaisantes. Voilà. Donc pour revenir sur l'utilité, le sentiment d'utilité à l'entreprise dans le cadre de ses fonctions, il doit naître grâce à plein de facteurs, voilà, liés au bien-être. Donc ces missions, est-ce qu'elles ont un sens pour lui? Est-ce que c'est utile de faire telle tâche ou telle autre? Est-ce que voilà, en tant que collaborateur, je peux me poser la question, est-ce que je rends service à mon entreprise, à ma société, à un client? Est-ce qu'on me fait confiance aussi pour réaliser mes missions? Est-ce qu'on me laisse assez d'autonomie? Donc voilà. Donc voilà. Donc oui. Donc si les réponses à ces questions elles sont positives, vous vous doutez bien que le bien-être et le développement du business peuvent tout à fait cohabiter ensemble et il y a des preuves quotidiennes là-dessus, hein. Il n'y a pas de sujet. Ça, c'est vrai. En plus, il y a une étude qui a été publiée par Oxford School qui nous confirme que les employés qui sont heureux au travail sont 13% plus productifs que les autres qui ne le sont pas, ce qui est quand même non négligeable quand on y pense. Je vais du coup maintenant commencer à parler de ce que vous avez mentionné. Vous avez mentionné le fait avoir une utilité dans une entreprise, de vraiment se sentir intégré dans l'équipe et du management qui est différent selon le type de manager qu'on a, tout simplement. Et ça nous emmène tout droit vers la question que la majorité du temps, on se pose tous, c'est que le secteur bancaire souffre actuellement d'un fort taux de turnover et on se dit que le management, c'est peut-être aussi le problème dans cette situation. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. C'est très complexe. Alors, moi, je vous donne des clés de lecture par rapport à mon management. Et en effet, la diversité des managements, elle est énorme, hein. Chez LCL, on est 17 000. Dans le réseau, on est 12 000. Et il doit y avoir 1000 et quelques managers dans le réseau. Donc, vous imaginez bien déjà la diversité des cas. Mais c'est très complexe. Après, les causes, elles sont multiples. Il y a la crise sanitaire aussi qu'on a traversée a rebattu les cartes, je pense. Et on a aussi un certain nombre de collaborateurs de banques ou même de gens qui n'étaient pas dans notre secteur d'activité
qui ont profité aussi de ce moment-là pour changer de secteur, pour se réorienter, pour changer de vie même carrément. Donc ça a pu nous impacter aussi un peu. Euh, Après, autre cause, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, moi, ce que je pense, c'est que le secteur bancaire, il est impacté, évidemment, mais il n'est pas plus touché que d'autres secteurs, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Ça, enfin, ça, c'est un point de vue personnel, mais je pense que, alors, on doit travailler, bien évidemment, mais pas, on n'est pas plus en difficulté qu'ailleurs. Alors, après, oui, il y a un déficit de candidats euh, par manque d'informations sur nos métiers, je pense. Voilà. Peut-être, alors, il y a des absences de vocation aussi, hein, mais je pense aussi qu'il y a un manque d'informations sur nos métiers. Euh, je pense surtout après qu'il y a des candidats quand même, mais qu'on n'est pas allé les chercher aux bons endroits. Voilà. Et ça, c'est en train de changer un petit peu. On est en train d'évoluer. Alors, l'image de la banque doit évoluer, ça c'est évident. Enfin, on a à la DRH un service marque employeur qui fait tout pour créer des événements innovants, d'être présent davantage sur les réseaux sociaux. Moi-même, je poste des offres d'emploi sur LinkedIn. Donc, je pense qu'il faut aller là où sont les candidats. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport à ça aussi? Et voilà, il faut faire vivre des événements. Voilà, il faut créer des événements, il faut attirer les gens, il faut dire ce qu'on fait. Moi, quand j'ai un candidat en recrutement dans mon bureau, il repart de l'entretien. Déjà, d'une part, il sait où il met les pieds, il sait que ça va être super, enfin, qu'il va devoir être super agile, qu'il va courir partout, mais que ça va être un métier passionnant. Et il sait qu'il va devoir passer d'une tâche à l'autre, être en réflexion approfondie sur un dossier, sur un bilan d'un client, et en même temps le téléphone qui sonne, et en même temps son DA qui lui demande autre chose. Voilà. On le sait. Donc, c'est aussi à nous d'expliquer concrètement ce que va faire le collaborateur dans notre entreprise et qu'on ne lui vende pas quelque chose complètement à côté. Et à partir du moment où il a toutes ces informations-là, il est censé décider en connaissance de cause et il y a moins de risques ensuite soit de déception ou soit que le collaborateur soit pas à l'aise parce qu'il s'aperçoit qu'il n'est pas fait pour ce métier-là ou, euh, ou autre. Voilà. Donc c'est en train d'évoluer quand même, mais on a encore beaucoup de travail à faire sur la partie turnover. Et encore une fois, le management, c'est pas une science exacte. Donc, voilà, hein, vous le savez, c'est une science molle. Donc, 1200, 1300 managers dans une entreprise comme la nôtre, eh ben, c'est autant de cas différents de management. Donc, voilà. Ça, c'est tout à fait vrai que le management, comme vous l'avez dit, il est de géométrie variable, dépendant de l'individu. On peut aussi parler, non, on peut aussi faire référence à ce que vous avez dit. Vous avez parlé du désenchantement qu'il peut y avoir, en fait, lorsque la personne, enfin, le candidat se rend compte que c'est pas ce à quoi il s'attendait, et surtout encore plus avec peut-être, je vais dire, notre génération qui essaie de briser les codes. La génération Z, tout simplement, essaye d'aller à contre-courant, essaye de tout simplement se distancier de tout ce qui a été mis en place par nos parents. Donc là, maintenant, on veut peut-être une évolution ou un changement du management. Peut-être un management qui ne nous demande pas d'aller beaucoup plus haut pour chercher les informations ou d'aller beaucoup plus haut pour chercher les délégations et qui est peut-être à notre niveau. Du coup, qu'est-ce que vous pensez de ces évolutions-là? Oui, 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 je pense qu'il faut évoluer, tu as raison, sur plein de sujets, mais en fait, c'est tellement difficile de faire bouger une entreprise avec tout le monde en même temps, en fait. Donc, on impulse régulièrement, je vais enfin, si, je peux vous en parler maintenant. Vous savez, on a comme toute entreprise, un PMT, donc un plan moyen terme. C'est notre plan stratégique qui nous donne un petit peu la vision sur les 3 prochaines années, vers où on va, quels objectifs on se donne et quels sont les moyens
Et puis voilà, on se met, et tout le groupe se met en ordre de marche sur ce PMT, sur ce plan moyen terme, ce plan stratégique. Chez nous, chez LCL, et on est calé d'ailleurs sur le même PMT que le groupe Crédit Agricole, il repose sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est le pilier client. Le pilier client, il vise à l'excellence, à développer l'excellence relationnelle afin d'être numéro 1 de la satisfaction client. D'accord? Le deuxième pilier, c'est un pilier sociétal. Là, c'est plus un pilier transverse de fond qui est là pour donner du sens un peu à nos actions au cœur des villes et des quartiers, voilà, en développant des offres vertes, financement véhicule électrique, le conso vélo, les fonds communs de placement, voilà, en phase avec les ambitions de développement durable, enfin voilà, tous ces sujets-là. Et le troisième pilier qui nous importe là, c'est le pilier humain. Voilà. Et lui, il repose sur un principe simple, ce pilier humain, c'est de faire évoluer nos pratiques managériales, voilà, pour aller vers plus de responsabilité en agence, plus d'autonomie de nos collaborateurs, pour faciliter la prise de décision vis-à-vis des clients, voilà, pour gagner du temps, pour délivrer un meilleur service à nos clients. Voilà, c'est ça en fait. Et ce dernier pilier, il a une vocation forte également, c'est celle de donner encore plus de responsabilité à nos collaborateurs pour que eux aussi adhèrent encore plus à nos valeurs et ainsi leur donner envie de rester chez LCL. Donc, par rapport à la question précédente, la confiance, l'autonomie et donc l'évolution de nos pratiques managériales, elles vont permettre, je suis sûr, de conserver davantage de collaborateurs dans nos équipes. Donc, l'impulsion, elle existe, elle est là, mais après, elle n'est pas forcément prise en main au même moment et par tous, par la population managériale. Voilà ce que je peux te dire, Caleb. D'accord. Je comprends bien. Donc là, il y a une réforme en cours qui va nous permettre, nous, de mieux nous intégrer, d'avoir beaucoup plus de délégations et de mieux nous sentir aussi. Et ce plan moyen terme dont vous avez parlé, est-ce que la technologie a un impact dessus? Et vous, quelle est votre définition de tout simplement des nouvelles technologies que nous, maintenant, nous incorporons dans notre vie de tous les jours? Donc là, on bascule sur la partie nouvelles technologies. Exactement. OK. Bon, alors, les nouvelles technologies, ben, je ne vous apprends rien, c'est une opportunité énorme hein, pour notre secteur. C'est comme ça qu'il faut le voir, en tout cas. Il n'y a pas de secret. Hein. Enfin, ça fait des années que les usages des consommateurs, ils évoluent. On le voit avec l'appli mobile. Enfin, il y a même 3 ans, on ne pensait pas, personne allait signer un crédit conso sur son appli. Hein. C'était site internet hein, et on était déjà dans l'ère numérique. On avait le sentiment. Donc ça bouge. Et aujourd'hui, on le fait. Et heureusement qu'on le fait. Ça paraît. Ce serait d'ailleurs la banque qui ne le ferait pas, elle passerait pour le dernier de la classe, quoi. Donc ces usages, ils évoluent. Il y a tout ce qui est parcours client également. Enfin le cross-canal. Il y a le besoin d'instantanéité aussi de nos clients qui est de plus en plus présent. Enfin, vous l'avez senti, vous êtes pareil. Enfin, faut répondre dans la journée et encore et encore. Je pense, enfin voilà, on part plus vers des demi-journées de délai de réponse aujourd'hui aux mails de nos clients. Hein. Donc c'est quand même chaud, hein. Mais c'est ambitieux. Il y a aussi un besoin de transparence des clients. Voilà, ils veulent du conseil, ils veulent qu'on leur explique les choses en détail, pourquoi on le fait. Ils veulent qu'on leur donne du sens à leur achat, comme un collaborateur. Voilà, on leur donne du sens, on explique les choses. On va expliquer voilà, à l'intérieur de tel fonds à formule. Bah, voilà, on va investir vers telle entreprise, et pourquoi on le fait, on explique, voilà, etc., etc. Donc, voilà, donc je pense que les clients, voilà, ils sont vraiment de plus en plus en quête de sens dans tout ça. Et donc, par rapport aux nouvelles technologies, une banque doit impérativement investir chaque année le plus gros de son résultat net, à mon avis, dans le numérique, dans l'évolution des outils, des process, des parcours clients. Donc voilà. Donc pour ça, je vous apprends rien, hein, c'est la minute comptabilité ou analyse fee.
faut développer le PNB. Hein, donc voilà, donc plus on a un gros chiffre d'affaires, mieux c'est. Derrière, on maîtrise nos charges. Et plus on a un RBE positif, et plus on a une bonne gestion du risque également, avec un coût du risque assez faible, plus on peut investir. Voilà. Donc, vous savez très bien ce qu'on fait avec le résultat net. Hein. On le remonte aux actionnaires, on récompense, on le rémunère dans le cadre d'accords de travail via l'intéressement et participation à nos collaborateurs. Et tout le reste est réinvesti. En tout cas, chez LCL, c'est ce qui se passe depuis des années. C'est pour ça que ça marche plutôt pas mal, hein, depuis 2016. Ça, c'est vrai. C'est intéressant ce que vous dites parce que, en fait, il y en a certains, par exemple, comme Daniel Alouché, dans son livre Les FinTech contre-attaque, qui parle de tout simplement qui parle du retard de la banque traditionnelle vis-à-vis des FinTech en matière de peut-être management, du relationnel avec le client. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, alors honnêtement, oui, je vois. Je vais essayer d'avoir un esprit critique, mais en même temps, je vais quand même dire où on en est. Tout presque est digitalisé aujourd'hui dans l'entreprise, hein, chez nous. Tout, ou presque. Je ne dis pas que c'est le cas de toutes les entreprises du secteur. Donc, tu parlais des fintech, moi je peux parler des banques en ligne. Hein. Les banques en ligne, on les voyait toutes comme des concurrentes féroces, etc. Elles nous font pas mal du tout. Au contraire, d'une menace est arrivée une opportunité énorme de s'apercevoir qu'il fallait vite prendre le train en marche et investir massivement justement dans les parcours clients pour contrer ce nouvel arrivant. Donc c'est capital. Moi, je pense qu'on a réussi le virage, hein, chez LCL. En tout cas, comme je le disais, tout presque est digitalisé. Bon, il y a encore des sujets qui ne le sont pas, notamment sur le marché des pros. Et tu le sais, Caleb, parce que chez LCL, historiquement, il y a le marché 1 et le marché 2. Le marché 1, c'est le marché principal, c'est le marché des particuliers et privés. C'est historique, c'est comme ça, hein, depuis 150 ans. Et le marché 2, donc on a décidé d'industrialiser massivement auprès des 6 millions de clients particuliers dans un premier temps. Et maintenant, on s'oriente à faire évoluer tout l'aspect digital sur le marché des pros pour nos 350 000 clients. Euh, donc, ça avance quand même pas mal. Donc après, comment je rentre dans le détail sur comment ça se manifeste un petit peu, Caleb, ça, chez LCL, hein, cette transformation digitale. Parce que depuis 10-15 ans, comme je disais, ça a évolué énormément. Ça a même commencé en 2008, quand il a fallu numériser tous les dossiers des clients qui étaient en version papier dans les agences. Donc il y avait les armoires pleines, quoi. Alors, je suis sûr qu'il y a encore des agences où il y a encore du papier, mais c'est pas bien. Il faudrait pas. Enfin, en tout cas, pas chez nous. Euh, donc, il y a eu une tonne de documents à scanner. C'était un projet faramineux qui a duré plusieurs années, d'ailleurs. Et après, plus récemment, notre banque, elle repose sur un modèle assez simple, banque assurance humaine et digitale. Ça, vous le savez, pour ceux qui travaillent chez LCL, c'est comme ça, banque assurance humaine et digitale. Donc, d'un côté, on met le paquet pour rénover nos agences, et voilà, avec les dernières fonctionnalités. Alors, on parlait de bien-être au travail, je ne sais pas si on peut appeler ça du bien-être au travail, mais en tout cas, ça améliore les conditions de travail, puisqu'on est quand même sur des conditions de travail modernes. Nos agences sont équipées du Wi-Fi, ce qui n'était pas le cas avant 2020. Il y avait un Wi-Fi client de piètre qualité. Tous nos collaborateurs ont un PC hybride, tactile, un semi-tactile, avec casque. Il y a des petits salons de réception client, il y a des écrans, on peut projeter, on peut partager avec le client. Il y a un grand confort quand même. Et ce grand chantier, d'ailleurs, il prend sa fin. Il termine ça se termine en fin 2022. On a fini de rénover nos agences. Et à côté de ça, donc, parce que là, je parlais de la banque humaine, mais il y a aussi la banque digitale. Et donc, on a mis depuis quelques années le paquet, et heureusement qu'on l'a fait, sur tous nos outils informatiques pour les améliorer. Alors, notre appli, j'en ai parlé. Euh, euh, il y a toutes les fonctionnalités qu'il y avait sur le site internet, enfin sur l'espace en ligne client. Aujourd'hui, enfin pas toutes, mais presque toutes, on les retrouve sur l'appli mobile. C'est quand même, ça, c'est une vraie transformation digitale et ultra rapide, ultra rapide. Il n'y a pas une semaine ou il n'y a pas un mois
où il n'y a pas une nouveauté, un chargement, un déploiement d'une nouvelle fonctionnalité dans l'appli. On a fait une refonte de notre site internet d'ailleurs au passage cette année. Donc, puis on peut en être fier de notre appli chez LCL parce qu'on a été élu meilleure appli bancaire pendant 3 années de suite. Voilà, donc, je le dis. Et puis voilà, après, il y a plein de parcours clients dans les banques qu'il faut faire évoluer. Enfin, aujourd'hui, l'aboutissement de la transformation digitale, qui était une opportunité au départ, quand je regarde le prêt immobilier, aujourd'hui, je suis client LCL, je vais dans mon salon, je suis dans mon canapé, je commence ma simule dans le canapé le soir devant la télé. Le lendemain, je peux poursuivre et finaliser dans n'importe quelle agence de France mon dossier. Donc, c'est Banque Nationale, c'est ça le cross-canal, c'est ça les parcours cross-canal. Donc, il y a quand même des belles avancées. Donc, et tout ça pour aller dans le sens des nouveaux usages de nos clients. Donc, gagner du temps, plus de transparence, réduire les délais. On fait un métier de service, il ne faut pas l'oublier, etc., etc. Donc voilà, on se digitalise. Alors, il y a encore plein de trucs à faire, hein. Vous connaissez tous les opportunités de contact qu'on adresse à nos clients. Voilà. Ces O2C, tous ces mailings, ces emailing, honnêtement, on essaye, on fait en sorte qu'ils soient le plus pertinent possible, mais c'est de l'opportunité de contact à froid aujourd'hui. On travaille que sur de la data, sur de la donnée à froid. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas des taux de succès énormes quand on traite nos listes de clients. Alors que on est envié de tous les secteurs d'activité parce qu'en fait, on gère de la data, mais inquantifiable. En fait, on a toutes les données sur nos clients qu'aucune autre entreprise ne possède. C'est une mine d'or, hein. Google rêverait de ça. Tous les GAFAM d'ailleurs. Donc voilà, on connaît leurs habitudes de consommation, s'ils ont acheté des clopes la veille au soir, s'ils sont à Auchan ou plus à Leclerc, s'ils vont faire des sorties à Paris, enfin, on sait tout. On sait tout, on sait tout. Mais à ce jour, on n'exploite qu'une toute petite partie de toutes ces données. Voilà. Et donc, il y a encore plein de potentiel, je vous laisse imaginer. Et d'ailleurs, on travaille sur des plans de contact à chaud. Donc, voilà, où on serait plus en capacité de réagir sur le moment pour être plus adapté à la vraie situation, aux vrais besoins du client, en fait. Donc voilà, donc il y a encore plein de trucs à faire, évidemment, en termes de transformation digitale. C'est sûrement le cas parce que je pense que le numérique, en fait, je pense pas qu'il peut y avoir une fin en termes de développement de ce secteur-là parce que depuis les années 2000, ou je vais plutôt dire les années 80, ça a été en fait la croissance de manière exponentielle. Donc, c'est difficile pour l'instant, de là où on se tient, de voir la fin. Mais vous avez parlé aussi vous avez parlé notamment de l'influence que le numérique a sur les clients, mais vous n'avez pas encore parlé de l'importance que ça a dans la vie de vos collaborateurs, dont moi bien sûr, mais aussi de l'administration au total. Est-ce que vous pouvez peut-être éclairer nos esprits sur cela? Oui, alors, tu veux dire comment ça s'intègre un peu dans notre façon de travailler, dans notre management, c'est ça en fait. Exactement. Ouais. Ok, moi je vais répondre avec un exemple tout simple. Moi, mon métier, vous l'avez vu, vous l'avez compris en présentation, c'est du management de management. Donc, il se fait à 80% à distance. Voilà. Alors, je vais visiter les agences, évidemment, c'est pas, voilà. Mais il se fait à 80%, il pourrait se faire même à 90% à distance, via les outils numériques qu'on connaît. Donc, Skype, Teams, les mails, les échanges de flux informatiques pour valider des dossiers, etc. Quant à eux, les directeurs d'agence sont des managers de proximité. Donc, eux, ils sont sur place. Ils sont à côté de leur équipe, au cœur de leur agence même. En mars 2020, quand la pandémie nous tombe dessus, il n'y a aucun de mes directeurs d'agence qui avait la compétence du management à distance par les outils numériques. D'accord ? Jusque-là, en fait, ils manageaient dans leurs agences. Donc, moi, j'appelle ça le management par la vision.
par la vue, quoi. Donc, ils manageaient en observant, en contrôlant, le fait de voir à l'œuvre leur équipe. C'est un côté un peu rassurant. Voilà. Au passage, ce mode de management, il n'est pas du tout adapté à nos évolutions. Enfin, en tout cas, pour faire confiance, pour donner confiance à ses collaborateurs, le management par la vision, c'est pas forcément adapté. Ça, c'est petit aparté. Bon, bref, du jour au lendemain, de chez eux, bah, voilà, ils ont dû, juste via la visio, maintenir un lien avec chacun des collègues. Voilà. Maintenir un lien, manager leur agence, piloter, l'animer commercialement, valider des dossiers. Et ils ont tous quasiment réussi à le faire. Tous. À monter en compétence sur ce sujet-là. Voilà. Donc aujourd'hui, enfin en tout cas au sortir de la crise, bah, ils savent tous manier les outils digitaux. Ils savent manager à distance. Donc les compétences que moi seul j'avais il y a 2 ans, bah, en fait la plupart ont les mêmes que moi dorénavant. Euh, donc tout ça pour dire que la digitalisation est quand même, enfin la crise, on va dire, je vais reformuler ça différemment. La crise en est la cause, mais la conséquence de la crise, bah, c'est l'accélération de la digitalisation. Donc, on en retire du positif quand même, quoi. Vous avez répondu peut-être à ma question suivante sur comment, s'il existait en fait des formations justement en entreprise qui permettent justement à toutes les générations, à tous vos collaborateurs de monter en compétences. Je suis sûr qu'il en existe. Et le taux de succès, est-ce que cela est vraiment effectif? Est-ce que vraiment tout le monde arrive à s'intégrer dedans, à prendre le pied de cette démarche-là? Ouais, bah, euh, par rapport à la formation, très clairement, la clé, c'est l'envie, hein, c'est la motivation de l'individu au travail, hein. Sans ça, il ne se passera rien ou pas grand-chose. Voilà. Donc après, oui, on a un grand nombre de formations, hein, il n'y a pas de sujet là-dessus, hein, que ce soit en e-learning sur nos nouveaux outils, par exemple, sur les nouveaux parcours clients, sur comment mener un entretien avec un client en visio. Enfin, on a du personnel en direction régionale aussi qui peut intervenir aussi. Euh, et puis, il y a aussi le manager qui reste la personne qui pourra faire grandir le collaborateur, bah, voilà, en effectuant des séances de coaching avec du débriefing pour poser un diagnostic qui sera partagé avec son équipier pour trouver des axes de travail, pour essayer de mieux appréhender ces sujets digitaux. Après, c'est au bon vouloir du manager, puis aussi de ses connaissances du, du sujet du digital, quoi. Mais il y a un combat. Enfin, je disais que les DA sont montés en compétences très rapidement sur tous ces outils digitaux grâce à la crise. Après, il y a un gros combat sur lequel on est en ce moment et qui est loin d'être acquis. C'est comment manager la relation à distance. C'est pas comment manager à distance, c'est comment manager la relation à distance. Parce qu'aujourd'hui, c'est nos collaborateurs. euh, euh, ne sont pas tous au même niveau de compétence sur ce sujet chez nous, hein. Enfin, je prends la visio par exemple, en rendez-vous clientèle. Je m'écarte un peu du sujet, mais c'est loin d'être acquis, hein, aujourd'hui. Donc, voilà, il faut embarquer tout le monde maintenant sur comment enfin, les questions qu'on se pose, nous, entre managers, c'est comment faire pour manager la relation à distance de nos collaborateurs. Voilà. Je vois que c'est sûr qu'il y a encore des axes à améliorer. C'est parce que c'est assez récent, comme vous l'avez mentionné. Vous avez accéléré, on a accéléré. Enfin, il y a une accélération du processus de digitalisation numérique, enfin, et d'utilisation du numérique avec la crise sanitaire. Et donc, c'est vrai que tout le monde ne peut pas encore être en phase avec cela, vu que ça date il y a 2 ans. Donc, c'est assez récent encore. Ce sont des plans qui sont mis encore sur le long terme, donc c'est sûr que ça va prendre du temps pour observer les effets réels. Moi, j'ai une question aussi qui, en tout cas, est assez, je pense, intéressante, qui a été posée par Fardous, en fait, lorsqu'on faisait le guide d'entretien. C'est comment, en fait, comment est votre relation avec vos collaborateurs, ou en tout cas, ce qui a été remonté, lorsque en fait il y a un suivi en temps réel ou quasi en temps réel de ce que en fait le collaborateur est en train de faire, ou comment cela est géré, quels sont les ressentis, et on aimerait avoir votre avis sur le sujet. Ouais. Ah, ça vous impressionne, ça. On suit tout ça, voilà, avec une meilleure réactivité. Mais honnêtement,
le point positif à ça, c'est qu'on a accès à un très grand nombre de données, voilà, et de manière quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle. Après, à nous de pas forcément communiquer de manière quotidienne, hebdomadaire avec chacun, voilà, de s'adapter. Mais en tant que manager, on peut aussi être tenté, et je vous l'accorde, d'être dans une logique unique du combien. Et il y a encore beaucoup de managers qui sont encore dans cette logique unique du combien, ou trop prépondérante dans leur façon de manager. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on cherche à faire évoluer nos pratiques managériales dans le pilier humain du PMT du groupe. Donc, c'est un piège. Il faut absolument éviter ce piège quand on est responsable, commercial en tout cas. Donc, après, on est des pilotes, hein, comme des pilotes d'avion. Donc, certes, on doit faire confiance à notre équipe. Il n'y a pas de sujet là-dessus. On doit les accompagner également dans leur montée en compétences, mais on doit quand même préparer le plan de vol. Faut savoir où on va aller. Voilà. Faut suivre les données du vol régulièrement. Donc, faut jongler entre faut trouver le bon équilibre entre le quanti et le quali. Voilà. Et c'est vraiment le bon dosage à trouver. Il ne faut pas être dans l'excès de combien. Il ne faut pas oublier le quali. Après, pour un manager, le plus difficile à faire, c'est le quali. C'est comment j'accompagne mon client. Ah, on me demande de faire du coaching, d'accord, ok, alors comment je vais faire? Est-ce que je sais faire? Est-ce que je suis armé pour coacher quelqu'un? Est-ce que j'ai les compétences pour? Donc, c'est plus facile de compter que de faire une séance de coaching, je vous l'accorde. Mais en tout cas, nous, on doit se poser ces questions-là au quotidien. Voilà. Et moi, je dirais, pour résumer, une dose de pilotage et beaucoup d'accompagnement. C'est ça ce qu'on nous demande aujourd'hui dans le pilier humain du groupe. D'accord. Du coup, le traitement, vous avez parlé de comment vous avez beaucoup de données et que, en fait, c'est cela qui vous permet de bien conduire justement votre avion et de. Il faut se retenir, il faut se retenir de les communiquer aussi. Il ne faut pas communiquer à outrance, il faut avoir le sens des priorités. Ça ne sert à rien d'alarmer toutes les équipes pour un sujet qui n'est pas prioritaire, par exemple, ou qui pourrait être traité lors de la réunion hebdomadaire 8 jours plus tard. Donc, c'est vraiment faut travailler sa patience. Voilà. Excuse-moi, Caleb. Ouais, c'est tout à fait logique, mais c'est vrai que les ressentis ne sont pas pareils, en fait, aussi dépendant de chaque collaborateur. Comme vous l'avez précédemment dit, il y en a certains qui aimeraient un suivi tout à fait quotidien, d'autres hebdomadaires, et c'est vrai qu'il va falloir manager, trouver justement le bon milieu. Du coup, ce qui nous amène à la dernière question qui a été posée par Émilie. Les nouvelles technologies modifient profondément notre rapport à l'espace de travail. Qu'en est-il de vos collaborateurs? Oui, je parlais justement tout à l'heure de la rénovation là, de nos 1600 agences qui va être bouclée cette année. Et dans un grand nombre d'entre elles, en tout cas, lorsque la configuration des lieux s'y prête, qu'il y a assez de place, on a décidé de créer des espaces de travail ouverts, collectifs. Et alors ça fait depuis 2017 qu'on développe ce nouveau schéma d'agence, ce nouveau concept. Donc en fait, on est habitué maintenant, on rentre dans la 5e année. Et parfois, on a certains collaborateurs qui peuvent être peu réceptifs à ce nouveau mode d'organisation, par exemple, des gens qui tenaient absolument à leur bureau fermé. Voilà. Ouais, il y en a encore, mais à la marge, très très peu. Franchement, il y en a très très peu. Allez, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai peut-être 2 personnes sur 80 qui aimeraient revenir en arrière, 2 ou 3. Allez, 3. Donc c'est plutôt. C'est quand même vachement. Je pense que l'adhésion, elle est unanime au final là-dessus. C'est quand même beaucoup plus collaboratif. Ça permet de meilleurs échanges avec le DA, instantanément aussi, entre les collègues. Il y a un partage de bonnes pratiques. D'ailleurs, on le voit sur Saint-Germain-en-Laye avec Caleb. L'espace pro de Saint-Germain-en-Laye, il est au 2e étage d'un bâtiment avec des bureaux fermés en enfilade. Le seul jour de la semaine
où on peut utiliser l'agence du rez-de-chaussée qui est en bureau ouvert, en open space. C'est le lundi. Qu'est-ce que font les collègues de l'espace pro? La première des choses qu'ils font, ils squattent le rez-de-chaussée pour être tous ensemble. Voilà. Bon, parce qu'il y a une DA qui est garant du bien-être, du bien vivre ensemble. Il y a une bonne cohésion d'équipe, tout le monde s'entend bien. Et voilà, les recettes du management que je vous disais tout à l'heure, elles sont appliquées là, sur l'espace pro de Saint-Germain-en-Laye. C'est un bon exemple de cette journée-là du lundi. Et puis, ça a eu d'autres vertus aussi vis-à-vis des clients. On est quand même passé de 7 appels sur 10 décrochés il y a 2 ans et demi à presque 9 sur 10 aujourd'hui. Donc en termes de satisfaction client, en termes de joignabilité et tout, enfin, la classe quand même. Et je pense que ça joue. Le bureau fermé, on est moins solidaire du collègue, du voisin, du responsable, du machin. Voilà. L'espace partagé, on vit ensemble, on gagne ensemble, on traite toutes les demandes des clients, peu importe le portefeuille, peu importe à qui c'est, etc., etc. Donc voilà, c'est une réussite ce genre de configuration, enfin, pour moi en tout cas. Ça, c'est vrai. Ce qui nous emmène à la fin de notre interview et du coup notre guide d'entretien par rapport à tout ce qu'on s'est dit. Déjà, je tiens à vous remercier pour cette première partie. On va enchaîner du coup avec la phase entretien, échange, foire aux questions. Donc, je vais laisser la parole dans un premier temps à tous mes camarades pour qu'ils puissent s'exprimer sur ce que peut-être ils aimeraient une précision sur un truc qui a été évoqué ou autre. Alors, Monsieur Domer. Bonjour, déjà merci de votre disponibilité. J'avais une question par rapport aux objectifs. Est-ce qu'un DGA il a des objectifs à lui, donc chiffrés, comme nous on peut en trouver en agence? Oui, ah oui, bah oui, et beaucoup. La somme de vos objectifs sont mes objectifs. On est dans une en fait le DGA est dans la pyramide de la direction commerciale et donc évidemment il n'échappe pas à la règle et on a des objectifs très étoffés, c'est-à-dire qu'il y a il y a comme les collaborateurs chez LCL. Vous travaillez chez LCL? Oui, à l'agence de Sartrouville. Ah, Anthony, mal dit. C'est ça. Ok. Les collaborateurs et les agences sont évalués sur les réalisations budgétaires brutes, les évolutions d'encours, des critères de satisfaction client et c'est déjà pas mal, on va dire, pour synthétiser. Moi, c'est tout ça. Mais en plus de ça, vous allez rajouter des critères de productivité par ETP, des critères de risque. Par exemple, on me suit chaque mois mon taux de CDL. Voilà. On ne va pas jusqu'à ce niveau de profondeur-là avec les collaborateurs. Et créances douteuses et litigieuses, CDL. On pilote sur le suivi des ASR. Mais un mauvais suivi ASR, la résultante, c'est qu'on a potentiellement, on peut avoir des créances douteuses et litigieuses sur des choses, des moyens termes. Donc, il y a tout cet aspect-là. Oui, je suis challengé sur tous les sujets de satisfaction client. C'est ce qu'on appelle une lettre de mission chez LCL. Voilà. Donc, on a une feuille de route qui nous est donnée à la fin du premier trimestre de chaque année. Et dans cette feuille de route, on a plusieurs univers. On a un univers qui est lié à la satisfaction client, un univers de création de valeur comme vous, de réalisation budgétaire, un gros pavé risque, un gros pavé conformité, un pavé productivité également, mais c'est un peu plus technique. Et la somme de ces... Alors, il y a des pondérations, et la somme de ces... alors, c'est un classement. Hein. C'est un classement. Donc, c'est un benchmark. Donc, on ne le descend pas en dessous du niveau DGA, justement, puisqu'on veut pas du tout, on n'est pas du tout dans cette logique de travail au quotidien dans nos agences. Mais en tout cas, je suis encore voué à être benchmarké avec mes collègues. Ouais, tout à fait. D'accord, merci.
Mais ce qui n'empêche, c'est comme c'est très, excusez-moi, juste comme c'est assez qualitatif à l'intérieur, il n'y a pas cette notion de, parce que d'ailleurs vos objectifs aussi sont très qualitatifs maintenant, de plus en plus en tout cas, pas, voilà, ils sont pas prépondérants, mais en tout cas pour moi, ils sont beaucoup plus qualitatifs que quantitatifs, donc il n'y a pas de risque de déviance, d'oublier le quali pour mettre une certaine pression sur le réseau, sur l'aspect commercial des choses, puisque la règle est bien faite et les réalisations budgétaires sont maintenant minorées et leur impact est assez faible aujourd'hui dans nos variables à tous, hein, tout simplement. Et même dans votre grille à vous, en tant que conseiller pro, vous avez que 20% qui est lié aux réalisations budgétaires. Tout le reste, c'est du quali. Merci. Peut-être une autre question. Yanis. Juste pour tout à l'heure, ça parlait du délai de traitement de mail. C'est propre à la DGA ou c'est à tout le monde la demi-journée de réponse? Ah non, bah alors non, moi je ne crée pas de règle en plus d'une règle. Ça, c'est pas, il faut surtout pas faire ça également. Ça aussi, c'est un écueil à éviter parce on cherche justement à alléger les process, à fluidifier, donc ne surtout pas alourdir, de mettre une règle par-dessus la règle. Non, la logique, d'ailleurs, vous êtes livré d'un nouvel outil, la LCL, ma messagerie, la logique et l'ambition, c'est de répondre en moins de 4 heures, puisque le marché répond en 3h50. Voilà, je rentre dans les détails, hein, mais le marché répond en 3h50 aujourd'hui et nous, on répond en 7h30. Donc, on répond en une journée. Donc, on nous livre un nouvel outil pour ça, mais il faut absolument, il faut pas courir après ce chiffre, et c'est pour ça que j'en parle pas dans mon quotidien. Là, je vous en parle parce que vous me posez la question, mais dans mon quotidien, c'est pas un sujet qui est évoqué, puisqu'il faut pas absolument courir après ce chiffre, puisqu'on ne peut pas comparer, je sais pas moi, Before Bank ou Bourseau, qui est conseiller en ligne ou qui a 10 fois moins de tâches qu'un collaborateur en agence traditionnelle, qui lui va en effet pouvoir traiter en 1 heure ou en 2 heures son mail. Nous, il faut prendre en considération qu'il y a un environnement, une sphère de travail qui est quand même qui nécessite une certaine agilité, comme je disais au tout début. Donc attention à pas, on va pas donner des objectifs aux collaborateurs, traiter les mails en 3 heures. Non, on va y venir grâce aux nouveaux outils, grâce à notre façon de travailler qui évolue. Enfin, le TAT, on faisait 50% il y a 5 ans, on faisait 65% il y a 3 ans, il y a 2 ans, on était à 70%, aujourd'hui on est à 90%. Qui l'aurait cru? Et on n'a pas eu l'impression d'avoir des efforts considérables. Non, un espace de travail partagé, du Wi-Fi, une organisation différente, peut-être aussi en parler, etc., a permis ce succès. Et ben, les mails, c'est pareil, ça va prendre le temps, mais on va le faire tranquille. Mais il n'y a pas cette notion d'objectif de temps. Après, on fait déjà quand même les choses pas mal, hein. On est à 70% de mails traités en moins d'une demi-journée. Parce qu'il y a des mails complexes. Non, mais c'est des agents tests. C'est comme nous, on est des agents tests pour le moment. Ah, non, c'était sa question. Ah, ok. J'ai c'était des agences tests parce que moi, mon agence, personnellement, c'est 24-48 heures hein, de répondre aux clients. Non, c'est 24 heures. Chez LCL, c'est l'ambition qui est indiquée avant la nouvelle implémentation de l'outil LCL Ma Messagerie, c'est 24 heures. Et ça fait déjà bien un moment que c'est comme ça. 48 heures, non, il faut répondre plus rapidement parce qu'on le voit d'ailleurs. Mercredi, j'étais dans une agence pour remplacer la directrice. J'ai ouvert les boîtes mail. Il y avait déjà, et c'est ça qui est fou, il y avait déjà des clients qui avaient fait un mail la veille au matin, donc j'étais là l'après-midi, et qui s'impatientaient et qui ont rappelé l'agence le jour où j'étais là. Je les ai eus au téléphone. Et ces gens-là m'ont fait remarquer qu'ils attendaient et qu'ils s'impatientaient. Alors, parfois,
ils ne se rendent peut-être pas compte du contexte dans nos agences, parfois dont acte, mais la réalité du terrain, c'est ça. C'est que nos clients, ils ont ces attentes-là. Et vous avez les mêmes avec n'importe quelle entreprise commerciale. Donc, on est une entreprise de service. Notre objectif, c'est d'optimiser les délais, de fluidifier nos process et qui est la meilleure expérience client quand ils viennent dans nos agences ou quand ils nous appellent. C'est une noble cause. Et après, évidemment, on s'adapte à toutes les situations. On n'est pas, il faut prendre en considération encore l'environnement de travail. Merci. Écoute, Olivier, tu avais une question? Alors oui, enchanté. Ma question, moi, c'est, hormis les postes à la direction, est-ce que vous pensez qu'un rôle managérial, ça peut être l'apogée, par exemple, dans votre cadre de votre carrière professionnelle? Non. Ah non, non. J'ai que 37 ans. C'est une étape, c'est une très belle étape. Moi, j'adore ce que je fais. Je suis un passionné et je pense que plus on aime ce qu'on fait et plus ça se ressent sur les collaborateurs autour de soi. Enfin, j'espère en tout cas. Non, c'est pas une fin en soi. Le réseau commercial d'une banque, et c'est super pyramidal. Donc, j'ai toujours connu le coup d'après. Conseiller pro, OK, j'aime bien ce que fait mon DA, je veux être DA. OK, je suis DA d'une petite agence, je veux une grande agence. OK, je veux une grande agence, je veux être directeur de groupe. OK, j'ai mené un premier projet de fusion, je veux une deuxième plus grosse. Allez hop, voilà. Et après, il y a plein d'opportunités qui s'ouvriront. Mais disons que dans le réseau, vous ne pouvez pas aller plus haut que directeur de groupe d'agence, chez LCL, je vous parle, vous ne pouvez pas aller plus haut que directeur de groupe d'agence sans avoir vécu une autre expérience transversale. Voilà. Je ne remplacerai pas mon chef demain sans avoir vécu une expérience transversale. Donc, pour être directeur régional, vous devez aller vous frotter à des métiers autres qui s'ouvriront naturellement à vous, puisque quand vous êtes passé par du management dans le réseau, tout s'ouvre. Vous avez cette casquette de manager. Et ça s'ouvre de plus en plus, même pour les DA, là, en ce moment. Mais vous pouvez très bien aller développer une compétence à la DRH, au marketing, pour la plupart à l'animation commerciale, en direction de réseau. Vous pouvez aller à l'inspection générale. Et voilà. Et vous faites ou chef de projet sur, je sais pas moi, justement, sur le chef de projet sur le pilier humain, comment donner encore plus d'autonomie au réseau, faire en sorte qu'il décide plus rapidement face aux clients. Là, on est en train de déployer des sites pro on va pouvoir décider en taux directement de niveau conseiller 85% de nos dossiers de crédit pro. Aujourd'hui, c'est que 35%. Là, il y a un chef de projet derrière qui travaille. Et notre siège, nos directeurs, les membres de notre comité exécutif, ils se nourrissent de gens comme nous, issus du réseau. Donc, il vaut mieux faire dans cet ordre-là. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit en introduction. Alors, encore une fois, mon cas, ce n'est pas une généralité, mais moi, j'ai fait comme vous, j'ai un master et je suis parti très vite à Casa au marketing, chef de projet. Et j'ai fait le choix très rapidement, inverse, de repartir tout de suite. J'ai des collègues qui ont fait des très belles carrières également, avec qui j'ai gardé des beaux contacts, mais qui sont restés. Ils sont restés. Et donc, ils sont passés de chef de projet junior à chef de projet senior. Ensuite, ils sont allés dans une autre direction. Puis ensuite, le temps est passé. Puis après, ils avaient 35 ans. Puis après, ils disaient, mais qu'est-ce que je vais faire? Et puis, ils me disent, putain, tu as fait le bon choix d'aller dans le réseau. Je ne peux pas aller à 40 ans dans le réseau, c'est trop tard. C'était avant qu'il fallait que je le fasse. Et donc, ils n'arrivent pas à rebondir dans le réseau commercial parce qu'il n'y a pas d'équivalence en poste. Donc, partir du réseau de base pour ensuite aller chercher des compétences sur découvrir d'autres métiers au siège et faire un parcours croisé pour ensuite revenir dans le réseau, c'est quelque chose qui se fait aujourd'hui. J'ai un collègue qui a été DA, qui est parti à l'animation commerciale, qui est revenu DA, qui est revenu DGA, qui est reparti ensuite dans une autre direction, qui est parti au marketing sur le marché des pros à Villejuif, et qui est revenu DGA. Voilà. On peut faire des parcours croisés aussi, tout est possible. Mais voilà.
Mais un poste n'est pas une finalité en soi. Je vous remercie. Je vous en prie. Alors, bonjour. Moi, j'avais une question. Tout à l'heure, vous nous avez parlé de style de management. Tout d'abord, je voudrais savoir quel était votre style de management à vous et comment est-ce que vous fonctionnez avec vos équipes en termes de résultats. Par exemple, nous, notre DR à nous, il attend qu'on communique nos résultats chaque jour. Et vous, comment ça se passe avec vos équipes? Je n'ai pas entendu votre dernière phrase, je ne l'ai pas entendue. J'aimerais savoir comment est-ce que vous fonctionnez avec vos équipes en termes de résultats. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je suis à la BRED, j'ai un DR qui attend nous qu'on communique nos résultats chaque jour. Et vous, j'aimerais savoir comment ça se passe avec vos équipes. Vous êtes à la BRED sur Paris-Ouest ou Paris-Est? Je suis dans le 77, dans le cinéma. Okay. Bon, bah, la BRED, c'est pas pareil encore, c'est différent. Ils ont du chemin à parcourir, je pense. Petit clin d'œil. Non, alors, et la première partie de votre question, c'était plus mon style de management. Bah, je vous avais dit tout à l'heure, je dissocie un peu, mais je suis très délégatif. Voilà. Je suis très délégatif avec mes directeurs d'agence, qui est pour moi une population autonome, en tout cas que j'ai rendu autonome sur ma première. Dès que j'arrive sur un poste, mon objectif est de donner le maximum d'autonomie le plus vite possible à chacun. Et ça développe l'épanouissement des directeurs d'agence, hein, de faire comme ça. Donc, dès le départ, développer l'autonomie. Donc, délégatif, parce que du coup, c'est une population autonome. Donc après, ça permet aussi vraiment de libérer les énergies, ils prennent des initiatives, ils peuvent innover sur des trucs, ils sont acteurs dans leurs agences. Ça permet aussi de décider, voilà, vraiment plus près du client, et puis je fais confiance. Voilà. Donc je pense que c'est ça, faire confiance. Donc je pense être en phase avec le pilier. Je faisais déjà ça avant, j'ai pas attendu le pilier humain du PMT pour travailler comme ça, mais je pense que c'est ce qu'attendent les équipes. Et il n'y a pas beaucoup d'inconvénients à être délégatif. Voilà. Donc, il faut utiliser l'ensemble des styles de management, mais il y en a toujours un qui est plus prépondérant que les autres. On se serait parlé il y a quelques années, peut-être que je vous aurais dit que j'étais directif, je ne sais pas, on ne sait pas. Parce qu'on évolue, on évolue. Et ça dépend de l'équipe qu'on a aussi et du poste qu'on occupe. Merci. Peut-être une autre question. Une dernière pour M. Baudelaire. Alors, juste pour revenir sur la BRED, parce que j'y travaille également et j'ai le même directeur régional que mon cher collègue. Et donc, est-ce que vous pourriez, puisque moi, malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de connaître autre chose que la BRED depuis la sortie de mon bac, et qu'est-ce que vous voulez dire par la BRED du chemin à parcourir? Je parlais de l'équilibre du bon dosage entre le pilotage et l'accompagnement. D'accord. Voilà. Donc, ce n'est pas du tout un jugement de valeur, mais je pense que nous avons plus de managers qui ont fait le chemin du combien vers le comment, toujours avec du combien. Je pense qu'on a fait le chemin peut-être plus vite, ou on a quelques années d'avance par rapport à la BRED. Voilà, que je connais un peu parce que j'ai travaillé, alors je n'ai pas travaillé à la BRED, j'étais à la Banque Populaire Rive de Paris, qui n'a rien à voir avec le mode de fonctionnement de la BRED au passage d'ailleurs. Rien à voir du tout. Là, c'était tout l'inverse. Très peu de combien et uniquement sur de l'encours mensuel et orienté client et un vrai bonheur d'ailleurs, Banque Populaire Rive de Paris. Mais donc voilà, l'équilibre. Moi, je voulais vraiment parler de ça en fait. Merci. Une autre question. Bonjour. Quand vous êtes passé DGA, est-ce que vous avez dû suivre une formation spécifique pour ce type de poste, ou est-ce que ça s'est fait naturellement? Il n'y a pas eu de formation supplémentaire en interne? Non, il n'y a aucune formation. Aucune. Il y a un parcours de prise de poste DA qui existe, qui est semi-présentiel à Villejuif et en Teams, qui est allé en plus sur de nombreux mois, qui est super intéressant. Ils l'ont refait là il n'y a pas longtemps et on est vraiment acteur de la chose. Moi, je n'avais pas pu en bénéficier, ça n'existait pas à l'époque. Donc, il y a un parcours de prise de poste de DA et à partir du moment où on estime que vous avez une première expérience de manager, vous pouvez, sans formation pour certains,
évidemment, puisqu'encore une fois, il y a l'entonnoir, hein, il y a peut-être 1000 DA chez LCL et il y a 100 et quelques DGA. Donc tous les DA ne passeront pas DGA. Mais non, il n'y a pas de formation spécifique. Par contre, on a une équipe qui s'appelle QST, Qualité de service et transformation. J'avais sollicité de moi-même un membre de cette équipe pour qu'il vienne m'observer. Voilà. Parce qu'en fait, personne ne le fait, ça. Ça, c'est vraiment le truc. On se dit, oh non, machin. Ou alors, on attend que son chef dise, tiens, je vais t'envoyer un coach pour. Voilà. J'avais sollicité, alors je connaissais bien la personne, donc je n'avais pas de tabou par rapport à ça. Et j'avais sollicité cette personne qui était venue m'observer sur une journée type, 3 mois après mon arrivée sur mon premier poste, qui avait pu voir ma façon de communiquer en collectif, en individuel, mon rapport avec mon hiérarchique, mon nouveau hiérarchique qui était directeur régional, qui avait pu voilà, et qui avait pu derrière me débriefer après ces 2 jours, et on avait pu échanger ensuite sur voilà, c'est quoi les forces sur lesquelles je dois capitaliser, c'est que moi je suis qui en termes de manager, et par contre, voilà, peut-être que j'ai oublié de dire des choses, peut-être que j'en ai dit trop, peut-être que j'ai pas priorisé, peut-être que j'ai pas été synthétique, parce que, voilà, et hop, et ça m'a permis un petit peu de poser les bases. Mais sinon, non, pas de formation spécifique. Une autre question peut-être? Non? Alors, ma team, est-ce que vous avez peut-être une question? Non, je pense que l'échange il a été assez clair vis-à-vis de notre sujet sur le métier de manager, sur les évolutions avec le numérique. Et puis même pour le devenir, peut-être, Monsieur Place, vous pouvez nous donner peut-être quelques conseils pour ceux qui veulent évoluer par ce métier-là, s'il y a des compétences déjà qu'on peut travailler à notre niveau. Observez votre directeur d'agence. Voilà. Observez-le. Et puis, si vous avez la chance d'en observer plusieurs, c'est encore mieux. Et puis, comme ça, vous allez tout de suite jeter ce que vous n'avez pas envie de faire ou ce que vous n'aimez pas. Et puis, vous allez garder les trucs que vous aimez. Voilà. Et ça, c'est votre construction. C'est votre carrière, ça. Parce que je me sers encore de choses que j'avais observées. Donc, l'observation, c'est super important. Donc, c'est vraiment le conseil le plus important que je vous donne par rapport à ça. Observez. Observez les managers autour de vous. D'accord. Pas pour les applaudir, hein, pas forcément, hein, mais pour prendre et pour jeter. J'ai noté. Je vous remercie. Vous avez une autre question? Oui, vas-y. En tant que DGA, vous pouvez nous donner une tranche à peu près de salaire moyen qu'on peut percevoir si on souhaite accéder à ce poste? Au LCL. Je me demandais s'ils allaient poser la question. S'ils allaient poser la question. Bravo. Sinon, vous allez la poser. Alors, une tranche de salaire, il n'y a pas de tabou. Les conseillers chez LCL sont recrutés autour de 30 000 bruts fixes à l'année. Les conseillers partent. D'accord? Un conseiller part non profil bancaire. Profil bancaire, 32. Un conseiller privé, il est recruté 36. Par exemple. Minimum. S'il a déjà été privé, 38. Un pro, allez, 38, 39 au sortir d'école peut-être. Et puis un pro aguerri qui a déjà une première expérience de pro, 40, 42. Un DA, il va être recruté en fonction de la taille de son agence, 43, 45. Un DGA, au moins 50. Minimum, voire plus. Donc, on a des DGA qui sont à 50 s'ils ont évolué très rapidement, c'est leur première année de poste, ils peuvent être à 50, 52. Et puis, vous avez des DGA chez LCL qui sont à plus de 70. Mais parce que ça fait peut-être 15 ans qu'ils sont en DGA. D'accord? Donc, avoir aussi après l'épanouissement personnel au travail, etc. Parce que si ça fait 15 ans que vous êtes DGA, alors soit vous êtes vraiment fan et vous adorez ça et vous voulez pour rien au monde changer, soit c'est peut-être pas un choix, mais voilà une fourchette, quoi. D'accord, merci. La dernière. Une dernière.
Une petite dernière. Vous aviez dit que vous vous occupiez quand même du recrutement. Oui. Et si vous aviez deux profils bancaires devant vous, dont un a grandi dans une seule boîte et l'autre a fait plusieurs banques, vers lequel vous seriez attiré? Bah, je peux pas te répondre avec ces éléments-là parce que je regarde pas ça en fait. Pas plus tard qu'hier soir, j'étais justement avec la responsable de Caleb à Poissy. On était en train de recevoir une candidate en fin d'alternance, Master 2 d'une autre école hein, que vous, qui candidatez pour intégrer LCL au 1er septembre, puisqu'elle se posait des questions aujourd'hui. Là, elle était à la Société Générale. Honnêtement, je n'ai pas compté le nombre d'expériences ou les durées. Non, on regarde le savoir-être, la posture, son côté dynamique en rendez-vous. On se projette tout de suite en tant que client face à la personne. Ça, c'est super important. Donc, est-ce qu'on sent qu'il y a un relationnel client naturel, une forme d'empathie, d'écoute qui se dégage naturellement de la personne? Donc, ça, c'est ce que je regarde. Et puis après, je vais creuser deux qualités indispensables. C'est est-ce que cette personne peut évoluer dans mes équipes et est-ce qu'elle sera un plus pour l'équipe? Donc, en gros, je l'évalue son esprit d'équipe. Et ça, c'est vraiment le premier truc. Et le deuxième truc, c'est que je vais aller chercher s'il y a des compétences commerciales. Parce que si la personne n'a pas de compétences commerciales ou si elle n'a pas envie d'en développer, parce que ce n'est pas une affinité, autant éviter parce que très clairement, c'est pas. Enfin, le but, c'est de s'épanouir au travail. Hein. C'est que le temps. Enfin, voilà, même si ça passe vite les journées au boulot, ce qui est important, c'est de rentrer à la fin et de se dire je sais pourquoi je le fais, j'adore ce que je fais, de le raconter aux autres, à la famille, aux copains, etc. Donc, si c'est pour mal vivre, subir son poste, autant éviter. Mais ça, c'est la difficulté en entretien d'embauche, parce qu'on n'a qu'une heure de temps et donc c'est très difficile de déceler ça. Donc autant le relationnel client, les appétences, l'esprit d'équipe, on y arrive, autant la partie aptitude commerciale, c'est toujours la partie la plus compliquée. Donc honnêtement, entre une expérience ou trois, ou je ne sais pas. Très bien, merci. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Plage. Je vais arrêter l'enregistrement. Merci à vous. Merci à vous. Très, très clair et extrêmement dynamique. Merci infiniment du temps que vous avez consacré à nos étudiants. C'est normal.